ma belle-fille a crié « Dehors !» Pauvre retraité. Lorsque je suis entré à la fête de mariage intime de sa famille proche, sa mère, mon épouse, m'a demandé de partir avec elle. J'ai souri et je suis rentré chez moi. Mon épouse a dit que j'aurais dû l'ignorer et rester pour elle. Ce qui s'est passé ensuite a été assez inattendu. La retraite n'a pas été ce que j'imaginais. J'imaginais des matins tranquilles, la radio fredonnant en arrière-plan, peut-être un peu de jardinage sous le soleil de l'après-midi. Ce que j'ai eu à la place, c'était le silence. Pas la paix, le silence. Mes journées étaient principalement remplies par la routine. Toast et café noir à 6 heures, une promenade autour du pâté de maison à 8 heures, des mots croisés rarement terminés à midi. À 67 ans, je n'étais ni fragile ni sénile, juste un homme naviguant en silence les derniers chapitres de sa vie, vivant d'une pension qui payait les factures et guère plus. J'ai perdu ma première femme d'un cancer il y a 6 ans, et mes 2 enfants vivaient dans d'autres états, occupés avec des enfants que je connaissais à peine. Alors, quand j'ai rencontré Hila lors d'un barbecue dans le jardin d'un ami commun il y a 2 ans, son rire a été comme un coup direct dans la poitrine. Chaleureux, éclatant, inattendu. Nous nous sommes mariés l'année suivante. Je pensais que ce chapitre serait peut-être différent. Hila venait avec son propre passé, une femme élégante approchant la soixantaine, avec une démarche assurée et une maison qui sentait le jasmin et l'ambition. Elle avait une fille, Mélissa, déjà dans la trentaine et profondément immergée dans son propre monde de clients puissants, de dîners soigneusement organisés et d'abonnés sur les réseaux sociaux. Dès le début, Mélissa me tolérait à peine. Elle m'a appelé « Monsieur », une fois, certes, pas en face, mais assez fort dans la cuisine pour que je l'entende. Je ne l'ai jamais corrigée. Je supposais que la distance entre nous n'avait pas besoin d'un pont, mais de respect, et j'étais prêt à attendre cela, même si cela n'arrivait jamais. Alors, quand Hila s'est approché de moi ce vendredi après-midi, les jours haussent d'excitation, en me demandant si je l'accompagnerais à la fête de mariage de Mélissa le lendemain, j'ai hésité. Non pas parce que je ne voulais pas la soutenir, mais parce que je savais au fond de moi que je n'étais pas vraiment le bienvenu là-bas. C'est juste pour la famille proche, a-t-elle dit en tirant doucement sur mon bras. Elle n'a pas invité grand monde, mais tu es mon mari. Je veux que tu sois là. Sa voix s'est adoucie sur la dernière phrase, comme si elle savait qu'elle demandait plus qu'il n'y paraissait. J'ai souri, j'ai touché sa main et j'ai dit oui. J'ai même sorti mon meilleur pantalon gris et repassé la chemise que j'avais portée à notre mariage à la mairie. Simple, propre, respectable. Le lendemain, le printemps était frais, l'air vif, mais le ciel dégagé. Alors que nous approchions du lieu, un jardin loué derrière un hôtel moderne, j'ai senti la première pointe d'inquiétude dans ma poitrine. Je n'étais pas exactement nerveux, juste conscient. Conscient des regards, des salutations murmurées, des coups d'œil subtils à mes chaussures ou à ma cravate simple. Hila a serré ma main en entrant et, un instant, j'ai pensé que je m'étais peut-être trompé. Peut-être que Mélissa me surprendrait. Elle l'a fait, mais pas de la manière que j'espérais. Le jardin était décoré dans des tons crème et or pâle. Les chaises étaient alignées en rangées symétriques et de délicates lanternes en verre pendaient des pergolas. Un quatuor à cordes jouait à l'arrière, leurs archets se déplaçant en parfaite synchronie. Et l'odeur des roses se mêlait à celle des amuse-gueules que les serveurs portaient sur des plateaux d'argent poli. Je me tenais derrière Hila, la regardant rayonner tandis qu'elle saluait les invités, dont beaucoup semblaient tout droit sortis d'un magazine de style de vie. Je n'étais pas mal à l'aise, exactement, juste déplacé, comme une virgule dans une phrase qui n'en a pas besoin. Nous n'avions même pas complètement traversé la pelouse quand Mélissa nous a vus. Elle était dans un groupe de personnes, riant, une coupe de champagne à la main. Sa robe, une création élégante et dos nu, scintillait quand elle tournait. Ses yeux se sont posés d'abord sur sa mère, puis ont glissé vers moi. Son sourire s'est effacé de son visage si rapidement que cela aurait pu être une erreur de montage dans un film. Ses narines se sont à peine dilatées. Elle n'a pas bougé pour nous saluer, n'a même pas fait un signe de la main. Hila, soit par inconscience, soit en le feignant, m'a tiré doucement vers elle. « Allons la saluer » a-t-elle chuchoté. Je l'ai suivie, mes pieds devenant plus lourds à chaque pas. Mélissa n'a pas attendu que nous approchions. Elle a fait un seul pas en avant, sa voix tranchante et assez forte pour couper la musique d'ambiance. « Va-t'en » a-t-elle dit. « Va-t'en, pauvre retraité. » Ces mots sont restés suspendus dans l'air comme de la fumée, flottant lentement, venimeusement.
Quelques personnes ont halté. Quelqu'un près de moi a même ri, puis s'est arrêté, ne sachant pas s'il le devait. Il s'est figé à côté de moi. Mes oreilles me brûlaient, et j'ai senti mon visage trop exposé sous le soleil de l'après-midi. J'ai regardé Mélissa droit dans les yeux. Son visage était un masque de mépris. La bouche tordue de dédain. Il n'y avait ni humour ni hésitation, juste un rejet brut. Je n'ai pas dit un mot, je n'ai pas demandé pourquoi, je n'ai pas regardé Hila pour une explication ou un soutien. J'ai su à ce moment-là que rien de ce que je pourrais dire ne ferait une brèche dans le mur que Mélissa avait construit autour d'elle. Alors j'ai souri, non pas parce que j'étais amusé, mais parce que c'était le seul bouclier qu'il me restait. Un sourire calme et las que je réservais au moment où ma dignité était la seule chose que je pouvais encore me permettre. On se voit à la maison, ai-je dit à Hila en lui touchant légèrement le coude. Elle n'a pas bougé, n'a pas parlé. Ses lèvres se sont entr'ouvertes, mais aucun son n'en est sorti. J'ai tourné les talons et je suis parti. Je ne me souviens pas de grand-chose du chemin du retour. J'ai dû croiser des dizaines de personnes, des feux de circulation, des enfants qui jouaient, des chiens qui aboyaient, mais tout s'est fondu dans une sorte de bruit blanc. Mon corps se déplaçait par instinct, mon esprit rejoint la scène comme une cruelle répétition. J'ai pensé à la voix de Mélissa qui avait sonné comme un coup de fouet, au fait que personne ne s'était levé, au fait qu'Hila n'avait rien dit. Ce dernier point m'a fait plus mal que tout le reste. Pas l'insulte, ni même le rire, mais son silence, son immobilité. Comme si je ne valais pas la peine d'être défendu. Quand je suis arrivé devant ma porte, je suis resté un moment sur le porche, fixant la poignée en laiton. Ma main a légèrement tremblé en l'attendant. À l'intérieur, tout était pareil. Mes chaussons près du meuble à chaussures, la faible odeur du ragoût que j'avais fait 2 nuits plus tôt, le lent tic-tac de l'horloge murale que je n'avais pas pris la peine de remplacer. J'ai enlevé ma veste, je l'ai pliée soigneusement et l'ai posée sur le dossier du fauteuil. Puis je me suis assis, non pas parce que j'étais fatigué, mais parce que mes jambes ne me semblaient plus solides. Je n'ai pas pleuré, je n'ai pas crié, je suis juste resté assis là, laissant le poids de la journée s'installer sur mes épaules comme un vieux manteau que j'avais porté trop longtemps. D'une manière étrange, je me sentais soulagé. La vérité avait éclaté au grand jour. Mélissa avait dit ce qu'elle avait toujours ressenti. Non, plus de faux semblants. Plus d'insinuations subtiles lors des scènes familiales, plus de sourires forcés. Elle avait arraché le rideau devant tout le monde et, aussi douloureux que ce fut, au moins maintenant, je pouvais cesser d'attendre. Attendre était épuisant. Hila est rentré tard. J'ai entendu sa clé tourner dans la serrure peu après 22 heures. Je ne me suis pas levé, je n'ai même pas allumé de lumière. J'ai entendu le claquement doux de ses talons sur le parquet, une pause sur le seuil, puis le bruit de ses pas se dirigeant vers la chambre. Elle n'a pas prononcé mon nom, n'a pas demandé si j'allais bien, et je ne l'ai pas suivi. Nous avons dormi en silence, dos à dos, un abîme entre nous plus grand que n'importe quelle insulte. Les jours suivants s'écoulèrent lentement, comme du miel versé d'un pot froid. Hila se déplaçait dans la maison comme si elle marchait dans le brouillard, présente mais distante, silencieuse mais pas tout à fait absente. Elle faisait du café le matin sans demander si j'en voulais. Elle quittait la maison en silence et revenait avec des sacs de courses qu'elle déballait sans commentaire. Je restais seul, lisant surtout la même page d'un livre encore et encore, incapable de me concentrer. Il n'y eut pas une seule dispute, pas de porte qui claque, pas de voix qui s'élève, juste un silence oppressant, comme si nous attendions tous les deux que l'autre soit le premier à briser le sceau du malaise et à tout laisser déborder. Je suppose que j'attendais des excuses. Peut-être pas de Mélissa. Elle avait clairement affiché sa position. Mais dis-la. Je pensais qu'elle viendrait vers moi, prendrait mon visage dans ses mains et dirait « Je suis désolé, cela n'aurait jamais dû arriver. » Ou au moins un murmure. « Tu ne méritais pas ça. » Mais rien n'est venu, seulement le regard occasionnel de l'autre côté de la pièce. Celui que l'on jette à un inconnu quand on n'est pas sûr de le reconnaître ou non. Chaque fois que nos regards se croisaient, je me sentais plus petit, non pas parce que j'avais besoin de son approbation, mais parce que j'avais compté sur elle pour protéger ma place dans son monde, et elle ne l'avait pas fait. Le 4e soir après le mariage, j'ai finalement parlé. Nous étions dans la cuisine. Elle faisait la vaisselle, dos à moi. J'étais assis à table, les mains jointes, regardant les veines du bois. « Tu n'as rien dit » ai-je murmuré. Ma voix semblait étrange dans la pièce,
comme si elle n'y appartenait pas. Elle s'est arrêtée, la main plongée dans l'eau savonneuse. Je ne voulais pas faire de scandale, a-t-elle répondu, regardant toujours l'évier. J'ai attendu qu'elle se retourne. Elle ne l'a pas fait. Elle m'a humilié, ai-je dit, plus fermement maintenant. Devant tout le monde. Et tu n'as rien dit. Elle s'est alors tournée lentement, s'essuyant les mains avec un torchon. Ses yeux étaient fatigués. J'étais sous le choc, a-t-elle dit. Je ne m'y attendais pas, et je ne voulais pas gâcher sa journée. Je me suis levé, la chaise raclant légèrement contre le carrelage. Ça ne te dérangeait pas de la laisser gâcher la mienne, ai-je demandé. Il n'y avait pas de venin dans ma voix, juste de la tristesse. C'est ce qui rendait la chose pire. Elle a ouvert la bouche, puis l'a refermée. J'ai juste pensé que tu aurais pu rester, pour moi. Ignorer ce qu'elle a dit. Tu as toujours été celui qui prend sur soi. Les mots sont tombés comme des poids sur ma poitrine. J'ai ri doucement, amèrement. Tu n'as pas le droit de me demander de ravaler ma fierté après avoir vu ta fille cracher dessus, ai-je dit. Être magnanime ne signifie pas être invisible. Elle a légèrement tressailli mais n'a pas répondu. Nous sommes retournés au silence, la distance entre nous épaisse et lourde. Finalement, je suis passé à côté d'elle, j'ai quitté la cuisine, traversé le couloir et suis entré dans la chambre d'Amy. J'ai dormi cette nuit-là et la suivante, non pas pour la punir, mais parce que j'avais besoin d'air. J'avais besoin d'espace pour me souvenir de qui j'étais avant de commencer à me ratatiner pour m'intégrer dans sa vie. Cette semaine-là, j'ai beaucoup pensé à ma défunte épouse. Elle avait été gentille, ferme, le genre de femme qui aurait affronté un ours si cela signifiait protéger sa famille. Je me suis demandé ce qu'elle aurait fait si elle avait vu quelqu'un me traiter comme Mélissa l'avait fait. Je connaissais la réponse. Elle n'aurait pas souri poliment en se détournant. Elle n'aurait pas privilégié les apparences sociales au détriment de la décence humaine. La comparaison n'était peut-être pas juste, mais elle était honnête. À la fin de la semaine, Ila et moi nous parlions à peine. Elle semblait plus triste qu'avant, en quelque sorte plus fragile, mais elle ne s'est toujours pas excusée. Elle n'a pas dit les mots que j'avais besoin d'entendre. Peut-être pensait-elle que je m'en remettrais, que le temps adoucirait les arêtes vives de mon humiliation, mais il y a des choses qui ne s'usent pas avec le temps. Il y a des choses qui se gravent dans vos os. Alors j'ai attendu, pas pour elle, pas pour Mélissa, mais pour moi-même, pour décider ce que j'étais prêt à accepter et ce que je n'étais pas, parce que l'amour sans respect n'est que de la proximité. Et j'en avais assez d'être proche de gens qui ne me voyaient que lorsqu'ils avaient besoin de quelque chose. Exactement 8 jours après la fête de mariage, on a frappé à la porte, un coup sec et pressé, comme si la personne derrière voulait de l'aide mais n'osait pas tout à fait la demander. J'étais dans le salon, assis dans le même fauteuil inclinable que j'avais occupé la plupart des matins de cette semaine, la télévision en sourdine et une tasse de thé froid à côté de moi. J'ai entendu une fois, puis une autre, et je n'ai pas bougé tout de suite. Quelque chose en moi s'est hérissé au son. Je savais déjà, d'une manière ou d'une autre, que ce n'était pas un voisin déposant un colis mal livré ni quelqu'un essayant de me vendre un nouveau contrat d'énergie. Non, ce coup de porte contenait de la nervosité, du désespoir et, pire encore, de l'attente. J'ai ouvert la porte et j'ai trouvé Mélissa, debout sur le seuil. Ses cheveux étaient relevés en un chignon désordonné, sans maquillage, le visage pâle et tendu autour des yeux. Elle ne ressemblait en rien à la mariée impeccable que j'avais vue une semaine plus tôt, se tenant comme une reine dans sa robe dorée pendant qu'elle me rejetait comme un serviteur. Aujourd'hui, elle portait un sweat à capuche et un jean, et pour la première fois depuis que je la connaissais, elle avait l'air petite, vulnérable, humaine. Je ne l'ai pas invitée à entrer, je suis simplement resté sur le seuil, attendant. Elle n'a pas souri ni dit bonjour, elle a juste soupiré, s'est frotté le front et a dit « J'ai besoin de ton aide ». Je n'ai pas répondu tout de suite, je l'ai simplement observé. Ce n'est pas que je ne voulais pas parler, je voulais juste me donner le temps de traiter l'ironie qui flottait dans l'air entre nous. Elle a regardé par-dessus mon épaule, espérant peut-être voir sa mère, cherchant peut-être du renfort. N'en trouvant pas, elle a bougé, mal à l'aise, et a dit « C'est à propos de la caution pour le nouvel appartement. Nous devions recevoir un virement de son cousin, mais l'affaire est tombée à l'eau. Et je ne serais pas là si j'avais une autre option. » Sa voix s'est légèrement brisée, la plus infime fissure dans son armure, mais cela ne m'a pas ému. Non, cette fois, je me suis légèrement appuyé contre le cadre de la porte, les bras croisés.
Tu as besoin d'argent, ai-je dit d'un ton neutre. Elle a hoché la tête. Et tu as pensé à venir voir le pauvre retraité pour ça, ai-je demandé, sans moquerie, sans colère, juste avec calme et clarté. Son visage s'est crispé à la mention de ses propres mots. Elle a ouvert la bouche pour parler, probablement pour dire qu'elle ne le pensait pas, ou qu'elle était stressée, ou que c'était sorti de son contexte, mais j'ai levé doucement la main pour l'arrêter. Pas d'excuse, ai-je dit. Tu as dit exactement ce que tu pensais. Et maintenant, tu es là. Non pas parce que tu m'apprécies, mais parce que je suis commode. J'étais en colère, a-t-elle finalement dit, la voix à peine plus haute qu'un murmure. Je ne pensais pas que tu le prendrais si personnellement. Cela m'a fait rire, pas fort, mais amèrement. Tu m'as dit de dégager devant tes amis. Tu m'as traité de pauvre retraité comme si j'étais une ordure sous ta chaussure. Et maintenant, tu veux prétendre que ce n'était pas personnel. J'ai fait un pas en arrière et j'ai laissé le silence s'étirer entre nous. Ça en dit plus sur toi que sur moi. Elle a baissé les yeux sur le béton, se mordant la lèvre inférieure comme une enfant réprimandée. J'ai fait une erreur, a-t-elle murmuré. On en fait tous, mais, j'ai lentement secoué la tête. Une erreur, c'est de renverser du vin sur la chemise d'un invité. Une erreur, c'est d'oublier un nom. Ce que tu as fait, c'était un choix. Tu as choisi de m'humilier. Tu as choisi de briser le lien fragile que nous aurions pu avoir. Et pourquoi? Des applaudissements. La validation de gens qui ne se soucieraient pas de toi 5 minutes plus tard. Ma voix ne s'est pas élevée. Elle n'en avait pas besoin. La vérité parlait assez fort. Puis j'ai dit les mots que j'avais gardés depuis le moment où elle avait ouvert la bouche ce jour-là. Je t'aurais aidé, mais je ne suis qu'un pauvre retraité, tu te souviens. Je n'ai pas attendu de réaction. Je n'ai pas cherché le remords, ni ne les regarder se tortiller. J'ai fait un pas en arrière et j'ai fermé la porte lentement, pas avec colère, mais avec intention. Une limite, une ligne tracée, non pas dans le sable, mais dans le béton. À l'intérieur, le silence semblait différent maintenant. Pas oppressant, pas triste, juste propre. Pour la première fois depuis des semaines, j'ai senti que je pouvais respirer. Je me suis assis, j'ai pris mon thé froid et j'en ai bu une gorgée. Amer, mais honnête, tout comme ce moment. Je n'ai pas parlé de la visite à Hila tout de suite, non pas que je voulais le lui cacher, mais je voulais voir si Mélissa le ferait. Elle ne l'a pas fait. Les 2 jours suivants se sont passés en silence, Hila vaquant à ses occupations, ignorant qu'un moment de vérité avait eu lieu juste de l'autre côté de notre porte. Et même si elle l'avait su, je ne pense pas que j'aurais regretté un seul mot. Hila l'a appris le 3e soir, et pas par moi. J'étais dans la cuisine en train d'éplucher une orange quand elle est rentrée à la maison, sa voix déjà tendue par le malaise. Elle a posé son sac sur le comptoir et n'a même pas enlevé son manteau avant de demander. « Pourquoi ne m'as-tu pas dit que Mélissa était venue ?» Je n'ai pas tressailli, j'ai simplement continué à peler l'orange, l'odeur d'agrumes remplissant l'air entre nous comme un témoin brillant et silencieux de l'inconfort qui grandissait dans la pièce. « Parce que ça n'aurait rien changé, » ai-je dit calmement. Elle n'est pas venue s'excuser, elle est venue encaisser. Hila s'est appuyé contre le cadre de la porte, les bras croisés. Ses yeux se sont plissés, non pas de colère, mais dans une sorte de confusion blessée. Elle a dit que tu l'as rejetée, que tu as été froid, que tu t'es moqué d'elle. Alors je l'ai regardée dans les yeux, non pas pour l'intimider ou me disputer, mais pour m'assurer qu'elle entendrait chaque mot que j'allais dire. Je lui ai rappelé ses propres mots. Rien de plus. Si cela lui a semblé une moquerie, c'est son problème. J'ai posé l'orange pelée sur une assiette, l'ai fait glisser sur le comptoir, puis je me suis lavé les mains sans attendre sa réponse. Le bruit de l'eau a rempli le silence. Tu sais qu'elle était désespérée, a dit Hila d'un ton plus doux. Tu sais à quel point les choses sont difficiles pour elle en ce moment. Je me suis séché les mains lentement, méthodiquement. Puis je me suis retourné et j'ai dit, et où était cette même grâce pour moi quand elle m'a dit de dégager de son mariage familial intime? Où était ton inquiétude pour la difficulté des choses pour moi à ce moment-là? Je n'ai pas élevé la voix. Ce n'était pas nécessaire. La pièce elle-même semblait se pencher en avant, en attente. Tu es resté là, ai-je continué, en silence, pendant que ta fille m'humiliait. Et maintenant, tu veux que je fasse comme si ça n'était jamais arrivé parce qu'elle a besoin de quelque chose? Les yeux d'Hila étaient vitreux. Elle a cligné des yeux lentement,
comme pour recalibrer sa réalité. Je pensais que tu étais plus grand que ça, a-t-elle murmuré. Ça a fait plus mal que je ne l'aurais cru. Non pas parce qu'elle avait tort, mais parce qu'elle ne comprenait toujours pas. Il ne s'agit pas de fierté, ai-je dit. Il s'agit de dignité. La mienne, la tienne, la sienne. Tu veux que je donne? Même quand je n'ai reçu que du mépris. Ce n'est pas noble, c'est être un imbécile. Je suis passé à côté d'elle. Pas par colère, mais par nécessité. J'avais besoin d'espace pour respirer. Elle m'a suivi dans le couloir. Alors c'est tout, a-t-elle demandé. Tu vas juste la rayer de ta vie? Je me suis arrêté, je me suis retourné et je l'ai regardé dans les yeux. Je pose une limite, ai-je dit. Et si tu veux appeler ça de la cruauté, c'est ton choix. Mais ne me demande pas de financer quelqu'un qui ne partagerait pas une table avec moi. Ne me demande pas de tendre une main qui a toujours été repoussée. Nous avons dormi dans le même lit cette nuit-là, mais c'était comme si nous étions aux coins opposés de planètes différentes. Elle ne m'a pas touché. Je ne l'ai pas cherché. Le matin, elle est partie tôt, et je n'ai pas demandé où elle allait. La maison semblait plus silencieuse que d'habitude, mais cette fois, le silence n'était pas étouffant. Il semblait gagner, comme un calme que j'avais choisi plutôt que subi. Plus tard cette semaine-là, un ami commun m'a dit que Mélissa et son mari avaient dû retarder leur déménagement, que le propriétaire ne leur garderait pas le nouvel appartement sans une caution complète, qu'elle avait appelé partout, désespérément. J'ai écouté sans commenter, non pas que cela ne me touchait pas, mais parce que j'avais déjà fait la paix avec ma décision. On ne peut s'étirer que jusqu'à un certain point avant de devenir un paillasson. Et j'avais passé trop d'années à confondre la patience avec la permission. Ce soir-là, je me suis assis de nouveau dans le salon, sans télévision, sans livre, juste moi et la lumière déclinant derrière les rideaux. J'ai pensé à l'homme que j'étais, celui qui gardait la tête basse, qui ne voulait pas faire de vagues, qui croyait que s'il restait assez longtemps gentil, les gens changeraient. Cet homme avait été expulsé d'un mariage auquel il était invité. Cet homme avait été rabaissé devant une foule et avait tout de même envisagé d'aider la personne qui l'avait fait, jusqu'à ce qu'il comprenne enfin qu'il y a des portes qui méritent de rester fermées. La maison était de nouveau silencieuse, mais le silence avait changé de forme. Il ne se tapissait plus dans les coins ni ne pesait sur ma poitrine comme quelque chose attendant de bondir. C'était simplement une présence calme, comme la pluie frappant doucement les fenêtres la nuit. J'ai trouvé la paix dans de petits rituels, le pliage soigneux du linge, le bruit du pain sortant du grille-pain le matin, la façon dont la lumière filtrait à travers les stores à exactement 7h15 chaque jour. Il y avait un réconfort à savoir que je pouvais évoluer dans le monde selon mes propres termes. Encore une fois, sans la corde raide tendue de la gestion des attentes des autres, sans excuses, sans douter de moi-même. Ila est restée distante pendant un certain temps, pas froide, pas hostile, juste éteinte. Elle préparait le dîner mais ne me demandait pas de m'asseoir. Elle regardait ses émissions avec le volume bas et ne m'invitait jamais à la rejoindre. Nous vivions côte à côte comme des étrangers louant le même espace. Parfois, je me demandais si c'était la fin de quelque chose, si ce moment aigu au mariage de Mélissa avait fissuré les fondations de ce que nous avions construit ensemble. Mais quand j'y réfléchissais bien, je réalisais que les fissures étaient déjà là. Le mariage n'avait été que l'inondation qui les avait révélées. 3 semaines après la fête de mariage, elle s'est finalement assise à côté de moi dans le salon, tenant une tasse de thé dont elle n'a jamais bu. Elle a regardé ses mains pendant un long moment avant de parler. « J'aurais dû te choisir, au lieu d'elle, » a-t-elle murmuré. Je n'ai pas répondu, j'ai attendu. Mais la vérité, c'est que je n'ai choisi personne. J'étais paralysé. Je ne savais pas quoi faire, et je vous ai fait défaut à tous les deux. Sa voix était mince, cassante comme des feuilles sèches. J'ai hoché la tête lentement, laissant le moment respirer. Il ne s'agit pas de choisir, ai-je dit. Il s'agit de défendre ce qui compte. Ce soir-là, je n'étais pas ton mari. J'étais un invité que tu avais honte de défendre. Elle a semblé sur le point de pleurer, mais ne l'a pas fait. Au lieu de cela, elle a hoché la tête. Elle a essuyé une larme et a dit, « Je ne veux pas te perdre. » Ma poitrine s'est serrée, mais j'ai gardé un ton ferme. Alors, comprends ceci. Ma dignité n'est pas un prix que je suis prêt à payer pour une place à la table de quelqu'un d'autre. Si faire partie de la vie de ta fille signifie avaler des insultes et jouer l'étranger reconnaissant, je passe mon tour.
J'ai trop vécu et trop vu pour mendier des miettes de respect. Nous ne nous sommes pas étreints. Il n'y a pas eu de musique dramatique, juste un accord silencieux sur le fait que certaines lignes ne devaient plus être franchies. Elle n'a pas argumenté. Elle n'a pas essayé de réparer les choses, elle s'est juste assise à côté de moi dans cette pièce tranquille. Et pour la première fois depuis des semaines, nous avons partagé le silence en égaux, non pas par tension, mais par compréhension. Mélissa ne s'est jamais excusée, n'a pas écrit, n'a pas appelé. Une partie de moi s'attendait à ce qu'elle le fasse, ne serait-ce que pour tester si le temps m'avait adouci, mais ce ne fut pas le cas. Je n'étais pas en colère, pas amère, je savais simplement maintenant ce que je n'avais pas entièrement accepté auparavant. Certaines personnes confondent la gentillesse avec la faiblesse, et certaines familles ne sont pas formées par le sang ou les vœux, mais par le respect mutuel. Sans cela, vous n'êtes qu'un groupe de personnes gravitant autour de la même douleur. Un mois plus tard, je revenais du supermarché quand un voisin que je connaissais à peine m'a salué de la main. « Vous gardez toujours ce sourire facile, hein ?» a-t-il dit. J'ai ri, surpris de voir à quel point cela semblait naturel. « Ça demande moins d'effort qu'un froncement de sourcils », ai-je répondu. Il a hoché la tête, satisfait. J'ai réalisé alors que je me sentais plus léger. Non pas parce que le monde avait changé, mais parce que moi, j'avais changé. Je m'étais choisi, en silence, sans fanfare, et ce choix suffisait. Maintenant, quand je pense à ce mariage, je ne ressens pas de honte, je ressens de la clarté. Je me suis levé, je suis parti et je n'ai jamais regardé en arrière, non pas parce que j'étais faible, mais parce que j'ai finalement compris le coup de rester. Et il y a des choses, comme la dignité, qui valent plus que n'importe quel chèque que j'aurais pu signer.